Alors, pour le cours de mardi 1er décembre, après la correction de l'interro numéro 11 sur la diffusion de particules, nous allons passer donc toujours bien sûr dans le chapitre grand 1 sur les écoulements de fluides, toujours dans le troisièmement sur les écoulements internes, donc les écoulements de fluides à l'intérieur d'une canalisation, hein. Nous allons passer après le petit a qui était donc le nombre de Reynolds, donc ce nombre sans dimension qui permet effectivement de classer les écoulements internes en deux catégories, les écoulements laminaires et les écoulements turbulents. Je vous rappelle que dans les écoulements laminaires, on peut définir un champ des vitesses, on peut observer des lignes de courant, on peut les déceler, et on voit alors que le phénomène de diffusion de quantité de mouvement, donc le phénomène de viscosité, qui est microscopique, hein, eh bien, il a le temps d'être efficace, alors plus ou moins évidemment, selon la valeur du nombre de Reynolds, mais il a le temps d'être efficace par rapport, bien sûr, au phénomène de transport de quantité de mouvement par convection. Donc petit b, on va s'intéresser à un écoulement laminaire stationnaire. Donc laminaire, nombre de Reynolds plus petit que 2000. Les lignes de courant, on va considérer qu'elles sont parallèles à l'axe des X. Elles sont visibles. Le champ des vitesses, il est défini. On va se placer dans une canalisation cylindrique fixe d'axe OX. Donc on va se placer en coordonnées cylindriques. Donc le champ des vitesses sera de la forme V de R UX. Donc V, le vecteur vitesse collinéaire à l'axe des X, tout le temps, partout, pour toutes les gouttes, et la vitesse qui ne dépend que de petit r, la variable cylindrique. Donc petit r égale 0 sur l'axe, petit r égale grand R, le rayon de la canalisation, quand on sera au contact avec la canalisation fixe solide. Alors dans cette problématique, on néglige le poids. Alors quand vous tombez en exercice sur cette situation qui est très 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 à la mode, hein, qui tombe très très souvent dans les sujets de concours, souvent toutes les hypothèses sont rappelées. Donc stationnaire, pas de variable temporelle. Et la pression donc dans cet écoulement, on va considérer qu'elle ne dépend que de l'axe des X, qu'elle ne dépend pas de petit r, mais on pourra le justifier tout à l'heure. On se place dans un référentiel galiléen, puisqu'on va faire de la dynamique, c'est-à-dire qu'on va essayer de relier le champ des vitesses, donc la vitesse des gouttes, aux actions, aux forces qui s'exercent. Donc nombre de Reynolds plus petit que 2000, écoulement laminaire, donc la diffusion de quantité de mouvement a le temps d'intervenir, plus ou moins, hein. Plus le nombre de Reynolds est petit, plus le phénomène de viscosité va être efficace et qu'on va pouvoir lisser le champ des vitesses. Mais bien sûr, le phénomène de convection, donc de transport de quantité de mouvement par convection, sera toujours visible dans un écoulement de fluide. Alors là, il faut absolument respecter la méthode que je préconise, même si on en trouve éventuellement d'autres dans certains bouquins. Pour pouvoir donc démontrer l'expression de V de R, donc de la vitesse en fonction de R, donc du champ des vitesses en fonction de la variable cylindrique petit r, je préconise effectivement de prendre comme système une petite goutte de fluide de forme cylindrique, mais sur l'axe des X. Donc des taux, c'est un petit cylindre, alors de rayon R, pas forcément petit, mais par contre de longueur très petite. Voilà pourquoi on se retrouve avec d taux égale pi r carré dx. Donc le volume de cette goutte est petit, puisque dx est petit. Dx peut même tendre vers 0 si on veut. Par contre, petit r n'est pas forcément petit. Donc on prend un cylindre d'axe OX, entre x et x plus dx, de rayon petit r, et ça va être d taux, notre système. Alors, cette goutte d'étau de forme cylindrique, évidemment, elle est en translation rectiligne selon l'axe des X et uniforme, puisque il n'y a pas de variation temporelle, donc à vitesse constante. Translation rectiligne uniforme à vitesse constante sur l'axe des X. On va lui appliquer le principe fondamental de la dynamique, donc à ce petit cylindre d'étau, dans le référentiel galiléen terrestre, par exemple. Donc, pas d'accélération, on néglige le poids, donc il n'y a que des forces de contact. Et cette goutte d'étau, évidemment, elle est en contact avec le fluide externe autour d'elle. Il va donc y avoir des forces de pression et bien sûr des forces de viscosité. Alors pour les forces de pression, sur sa surface latérale, elle se compense, puisque la pression ne dépend que de x. Il y a simplement les forces de pression sur sa face d'entrée, en x, donc P de x fois la surface pi r carré fois ux, et la force de pression en sortie sur la face en x plus dx, donc P en x plus dx fois pi r carré ux avec un signe moins, puisque là la force de pression elle est toujours dirigée vers le système, donc bien selon moins ux en x plus dx. Pour la résultante des forces de viscosité, alors puisque la vitesse ne dépend que de petit r, il n'y a pas de force de viscosité sur la face d'entrée et la face de sortie, puisque la vitesse ne dépend pas de x, donc en traversant cette face, il n'y a pas de variation du champ des vitesses. Il y a uniquement une force de viscosité sur la surface latérale de la goutte, donc sur la surface latérale du cylindre. Cette surface latérale, c'est 2 pi r dx. Ensuite, on reprend, donc on généralise, si vous voulez, l'expression de la force de viscosité pour un écoulement laminaire exercé par un fluide externe sur
sur une goutte, sur un système. Donc là, état dV sur dr. Donc on avait état dV sur dz fois la surface fois ux en cartésienne. C'est état dV sur dr fois la surface latérale de pi r dx fois ux quand on s'intéresse effectivement à l'action d'un fluide visqueux sur une surface, ici une surface cylindrique latérale. Donc c'est bien l'action du fluide externe sur la surface latérale de Détaux. Alors bien sûr, en cartésienne, on parlait du fluide qui était au-dessus sur le fluide qui est en dessous. Là, on généralise, c'est le fluide externe sur le fluide interne, enfin sur ce qu'il y a à l'intérieur. Cette expression, bien sûr, vous devez la prendre, elle vous sera éventuellement rappelée dans l'énoncé, mais pas systématiquement. Alors c'est là qu'on constate en effet que il n'y a pas de composante selon UZ pour les forces de viscosité, ou selon UR, ou selon Uθ. Donc la pression ne peut pas dépendre de R, ou ne peut pas dépendre de θ. C'est pour ça que la pression ne dépend que de X. Alors on projette sur l'axe des X, on a donc bien une dérivée droite de la pression par rapport à X égale à 2θ sur R, dérivée droite de la vitesse par rapport à R. Et on a cette égalité, qui provient donc du PFD. Cette égalité doit être vraie pour tout X et pour tout R dans l'écoulement. Donc mathématiquement, puisque X et R sont des variables indépendantes, on ne peut pas exprimer X en fonction de R ou R en fonction de X, puisque ce sont les variables indépendantes des coordonnées cylindriques, c'est qu'on doit forcément avoir l'égalité égale à une constante que j'appelle K. Alors on va commencer par dp sur dx égale K, la constante, on intègre, donc P de x égale Kx plus K'. On dit que la pression à l'entrée de la canalisation c'est P1 en x égale à 0, et que en x égale L c'est P2. Alors, il n'y a aucune raison que P1 soit égal à P2, c'est bien ce qu'on va vérifier. Donc les conditions limites sont écrites, on en déduit bien K et K'. Donc on a P de x égale P2 moins P1 sur L, x plus P1. Donc on a une variation affine. Alors intuitivement on se doute que P2 va être plus petit que P1, mais on va le justifier juste après. En tout cas on a une fonction affine pour l'évolution de la pression en fonction de x. Et la constante K c'est donc bien P2 moins P1 sur grand L. Je l'ai remplacé ici, la constante K, et c'est donc égal à 2θ sur R dV sur dr. Donc là, j'intègre pour avoir l'expression donc du champ des vitesses en fonction de R. Donc j'ai R carré sur 2 et j'ai une constante d'intégration. Alors pour trouver cette constante d'intégration, c'est très facile. Je sais qu'il y a adhérence du fluide visqueux sur les parois solides, donc sur les parois internes de la canalisation fixe. Donc en petit r égale grand R, la vitesse du fluide forcément s'annule par adhérence sur les parois fixes de la canalisation. On en déduit donc l'expression définitive de V de R. Donc P1 moins P2 sur 4 est à L, facteur de grand R carré moins petit r carré. Alors petit r est forcément plus petit que grand R dans l'écoulement, et cette vitesse elle est forcément strictement positive puisque les gouttes elles vont bien de la gauche vers la droite. Donc P1 est forcément plus grand que P2, on s'en doutait, donc P2 est plus petit que P1. On constate donc que dans ce type d'écoulement visqueux laminaire interne, il y a ce qu'on appelle une perte de charge, une chute de pression. P2 est plus petit que P1. On appelle ça une perte de charge. Alors ça n'a rien à voir avec les charges électriques, hein, c'est le nom que l'on donne à la chute de pression, perte de charge. Donc la pression chute, et c'est bien sûr à cause de la viscosité. On va le voir tout à l'heure à la fin de ce cours, les phénomènes de viscosité sont dissipatifs, donc dissipent de l'énergie mécanique, donc c'est pas une grosse surprise, ça provoque une chute de pression. Alors, visuellement, mais je dis bien visuellement, pour observer donc cette chute de pression, on va utiliser donc ce qu'on appelle des tubes manométriques. Alors là, je vous propose ce schéma-là. Donc dans votre canalisation cylindrique, avec le fluide qui s'écoule de la gauche vers la droite, on a connecté sur cette canalisation donc ce qu'on appelle des tubes capillaires manométriques. Alors des tubes capillaires, bien sûr, de diamètre très petit par rapport au diamètre de la canalisation. Évidemment, ici c'est ouvert, hein. C'est-à-dire que le fluide qui est en écoulement, il y a une toute petite quantité qui pourra monter, remonter dans les tubes manométriques. Et puisque la pression diminue au fur et à mesure qu'on avance dans l'écoulement, on va expliquer pourquoi la hauteur d'eau montant dans les tubes manométriques, dans les capillaires, elle est de plus en plus petite. Et on expliquera pourquoi on peut relier les interfaces par une fonction affine ici. Alors j'ai bien sûr refait un petit schéma ici, voilà, en x égale à 0 P1, en x égale à P2, l'axe des X, donc on a une pression P de X ici à l'interface entre le capillaire et l'écoulement, et on a donc un tout petit peu de fluide qui est remonté dans le tube ici. Alors bien sûr, dans les tubes manométriques, dans les capillaires, on est en situation de statique des fluides. Donc il y a du fluide qui est monté, et puis ça s'est stabilisé, et le régime stationnaire perdure. Bien sûr, on a de l'air, au-dessus des tubes, on a la pression atmosphérique, P0, hein, au-dessus des tubes qui sont ouverts. Voilà. Et j'ai appelé Z un axe vertical, avec Z égale 0 au niveau de l'interface entre le tube capillaire et l'écoulement.
capillaire manométrique, ça va servir donc à mesurer des pressions si vous voulez. Et ce qui nous intéresse, c'est d'exprimer la hauteur H, le dénivelé H ici dans ce tube où la pression vaut P de X. Alors, en statique des fluides, on sait, je ne vais pas le redémontrer ici, hein, qu'on a donc, j'appelle P' de Z la pression dans le fluide du tube manométrique, plus mu Gz, j'appelle mu la masse volumique du fluide, supposée constante, hein, fluide incompressible. Donc P' de Z plus mu Gz égale constante dans n'importe quel tube manométrique où on a une situation de statique des fluides. Alors j'ai continuité de la pression, à toute interface fluide-fluide, j'ai continuité de la pression. Donc il y a continuité de la pression à l'interface avec l'air ambiant, à la pression P0, et il y a continuité de la pression à l'interface en Z égale 0, donc entre le fluide qui est statique dans le tube manométrique et l'écoulement de fluide ici où la pression vaut P de X. J'ai donc P' de 0 égale P de X, et j'ai P' de H, Z égale H égale P0, la pression atmosphérique. J'en déduis donc P0 plus mu GH égale P2 moins P1 sur Lx plus P1. J'ai remplacé P de X par l'expression tout à l'heure. J'en déduis bien une expression de la hauteur H, P2 moins P1 sur mu GLx plus P1 moins P0 sur mu. C'est bien une fonction affine, on s'en doutait, et H est bien décroissant puisque P2 est plus petit que P1. Donc voilà pourquoi, quand on relie les interfaces du fluide statique dans le tube manométrique avec l'atmosphère, on obtient bien donc une fonction affine. Et en relevant cette fonction affine, en mesurant sa pente, si vous voulez, son coefficient directeur, on peut remonter à cette information et on peut remonter effectivement à P2 moins P1. Ou tout simplement à la pression pour n'importe quelle valeur de X. Donc, ce sont des dispositifs qui sont utilisés sur certaines canalisations d'eau potable, sur des oléoducs, des gazoducs. Hein. Et cette problématique de la perte de charge, donc de la chute de pression dans les écoulements internes laminaires visqueux, bah, c'est un gros problème parce que si on imagine un oléoduc qui fait 400 km de long, vous imaginez bien qu'en sortie, si on veut que le pétrole sorte, il faut que la pression du pétrole en sortie soit au moins supérieure à la pression atmosphérique. Sinon, quand vous ouvrez le robinet, il n'y a rien qui sort. C'est pareil pour l'eau potable. Hein. Quand vous avez une canalisation d'eau potable qui fait, je sais pas, 10 km entre un château d'eau et une résidence, une maison, bah, quand on ouvre le robinet, il faut que l'eau arrive avec une pression supérieure à la pression atmosphérique. Sinon, l'eau ne sort pas. Donc c'est une vraie problématique cette perte de charge. Hein. Donc ça va nécessiter, on le verra plus tard dans d'autres chapitres, d'exercer une assez forte pression à l'entrée des canalisations, donc en utilisant bien sûr un compresseur, une pompe hydraulique, pour pousser le fluide suffisamment, pour pouvoir le pousser jusqu'au bout, hein, jusqu'à la sortie du tuyau. Alors maintenant qu'on a terminé nos commentaires sur la pression dans la canalisation, on va revenir à la vitesse. La vitesse des gouttes, le champ des vitesses dans la canalisation en fonction de R. Et on va pouvoir représenter ce qu'on appelle le profil des vitesses. Alors le profil des vitesses, c'est la fonction mathématique V en fonction de R, c'est vrai. Donc puisque c'est en R carré, on se doute que c'est une forme parabolique. Mais c'est surtout un schéma, le profil des vitesses. Un schéma qu'on vous demande souvent, notamment à l'oral. Alors pour réaliser ce schéma, on reprend l'axe des X, la canalisation. Alors en fait, on se place à une abscisse X quelconque, puisqu'on voit bien que ce profil des vitesses V de R est indépendant de X, donc quel que soit X, j'ai le même profil des vitesses. Donc on va se placer à X quelconque. Et à X quelconque, donc on va tracer donc une verticale, et en chaque point, on va dessiner le vecteur vitesse de la petite goutte qui se trouve à cet endroit-là. Alors bien sûr, sur les parois, c'est 0, hein, donc on a une adhérence. Et sur l'axe, on a la vitesse maximale, en petit r égale 0, vitesse maximale que j'ai rappelée ici. Et bien sûr, entre les deux, on a une parabole. Donc on relie les flèches des vecteurs champ des vitesses et on retrouve effectivement une parabole. Alors en réalité, c'est plutôt un paraboloïde de révolution, c'est-à-dire que c'est plutôt une surface, puisqu'on est en coordonnées cylindriques, une espèce de nez d'avion. Alors sur ce schéma-là, je ne sais pas si vous arrivez à bien imaginer ce que ça peut donner. Donc en réalité, ce profil des vitesses, c'est une surface qui a la forme d'un nez d'avion, donc ce qu'on appelle un paraboloïde de révolution. Donc c'est une parabole qui tourne autour de l'axe des X, si vous voulez, puisqu'on est en coordonnées cylindriques et que la vitesse dépend de R. Alors cet écoulement, ce profil des vitesses, il est très important, puisque dans notre vie quotidienne, on le rencontre très très souvent. On l'appelle l'écoulement de Poiseuil. Et l'écoulement de Poiseuil, c'est ça et rien d'autre. On retrouve Poiseuil, ce qui a donné le nom de la viscosité dynamique, hein, du coefficient de viscosité état. Donc on parle d'écoulement de Poiseuil. Alors c'est vrai que l'écoulement de Poiseuil, on va le rencontrer quand c'est laminaire, attention, hein, on verra les cas turbulents le prochain cours. Quand l'écoulement interne est laminaire, on retrouve l'écoulement de Poiseuil dans toutes les canalisations cylindriques. Hein.
Donc l'eau potable, le gaz dans les canalisations de gaz, le pétrole, enfin, donc c'est vraiment une situation qu'on va pas toujours rencontrer. Il y aura des écoulements turbulents, je vous le cache pas, mais pour les écoulements laminaires, c'est vraiment un cas très très important, qu'on appelle donc l'écoulement de Poiseuille. Donc retenez hein, que le profil des vitesses, c'est un paraboloïde de révolution, une espèce de nez d'avion de forme parabolique. Alors maintenant, on va s'intéresser au débit volumique. Donc le débit volumique en fluide dans cette canalisation cylindrique, dans cette situation. Alors bien sûr, la définition du débit volumique, hein, c'est le flux du champ des vitesses. Donc l'intégrale double sur une surface de V scalaire ds. Alors comme surface, on va prendre bien sûr une surface qui est perpendiculaire au champ des vitesses. Donc ici, tout simplement, une section droite du cylindre, de la canalisation cylindrique. Et puisque la vitesse ne dépend pas de x, cette surface S, je peux la prendre n'importe où. Je vais donc bien sûr observer qu'il y a conservation du débit volumique à travers toutes les sections de la canalisation. C'est normal, l'écoulement est incompressible, le régime est stationnaire, il y a donc conservation du débit massique et du débit volumique à travers toutes les sections d'un même tube de courant fixe. Je vous rappelle qu'une canalisation fixe, c'est un tube de champ, un tube de courant naturel. Donc c'est tout à fait normal. Donc le vecteur ds orienté dans le sens de déplacement des gouttes est bien collinaire au champ des vitesses partout sur cette surface. Donc on peut retirer bien sûr le produit scalaire. Et ensuite, il y a le problème que la vitesse, elle n'est pas constante sur la surface. Donc ne dites pas que c'est la vitesse fois la surface. Ça n'a pas de sens. Donc il y a quand même un petit calcul mathématique. Alors on est confronté à ce qu'on appelle une intégrale double sur une surface. Donc vous ne savez pas faire, c'est normal. Donc la méthode qu'on utilise nous en physique, c'est d'exprimer l'élément de surface ds intelligemment. Pour l'élément de surface ds, ici, on va donc choisir ce qu'on appelle une couronne cylindrique. C'est-à-dire qu'on prend un cercle d'axe OX de rayon petit r et d'épaisseur dr, ça devient donc un petit élément de surface en mètre carré, et donc on a donc 2πr dr pour ce petit élément de surface qu'on appelle couronne cylindrique. Alors pourquoi cet élément de surface? Parce que la vitesse, elle ne dépend que de r. Donc je dois trouver un élément de surface ds où r est constant. Effectivement, sur cette couronne, r est constant. Donc la vitesse, elle est constante sur cette couronne. Donc voilà pourquoi on va se retrouver, on va ramener l'intégrale double sur une surface à une intégrale simple sur une longueur dr. Donc vous remplacez ds par 2πr dr, l'intégrale double devient une intégrale simple. Et petit r va varier entre 0 et grand R si on veut balayer bien sûr toute la surface. Vous êtes ramené donc à une intégrale simple sur la variable petit r avec l'expression de v de r, c'est un polynôme, il n'y a aucune difficulté bien sûr pour le résoudre. Je vous conseille de vous entraîner puisque c'est très souvent demandé à l'écrit et à l'oral, ce calcul, et vous obtenez l'expression du débit volumique au final. Pi grand R puissance 4 sur 8 état L, P1 moins P2. Alors bien sûr c'est positif, P1 est plus grand que P2. Hein. Le débit volumique c'est des mètres cubes par seconde. Et cette loi s'appelle la loi de Hagen-Poiseuille. Voilà, ça s'appelle la loi de Hagen-Poiseuille. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? On voit évidemment que ça ne dépend pas de x, hein, on s'en doutait, que ça ne dépend pas de r non plus, puisqu'on a intégré sur r, et que ce débit volumique, ça va être le même à travers toutes les sections de la canalisation. On voit que le débit volumique est d'autant plus grand que P1 moins P2 est grand, c'est normal. Mais alors attention, cette loi de Hagen-Poiseuille, elle nous surprend un petit peu, parce qu'on peut écrire que P1 moins P2, c'est donc égal à dV fois une constante qu'on appelle R hydro, comme par hasard. Et ça ressemble étrangement à une loi d'Ohm, et en effet, on va appeler ça la loi d'Ohm hydraulique. Et R hydro, 8 état L sur pi R puissance 4, c'est ce qu'on appelle la résistance hydraulique, ou la résistance à l'écoulement. Alors bien sûr, cette expression n'est pas à prendre par cœur, il faut savoir la redémontrer, et elle est valable uniquement pour une canalisation cylindrique. Hein, si on avait ce qu'on appelle une buse, c'est-à-dire une canalisation à section rectangulaire ou carrée, on n'aurait pas la même expression pour la résistance hydraulique. L'unité de la résistance hydraulique, alors bien sûr, c'est des pascals mètres cubes seconde moins 1, puisque c'est une pression sur un débit volumique. Donc c'est pas des ohms non plus. Alors juste un petit commentaire de cohérence, on voit bien que plus la viscosité du fluide augmente, état, plus la résistance hydraulique augmente, c'est normal. Donc plus le fluide est visqueux, plus c'est difficile de le déplacer dans la canalisation, donc plus on aura un débit volumique faible pour une même différence de pression P1 moins P2. Donc c'est tout à fait cohérent d'avoir une résistance à l'écoulement qui augmente avec la viscosité, bien sûr. Alors on peut revenir sur une notion qu'on avait vue la dernière fois, la vitesse débitante. Donc en effet, lorsqu'on a affaire à un écoulement de fluide avec une vitesse qui n'est pas uniforme sur la section de la canalisation, c'est le cas ici puisque la vitesse dépend de R, pour prendre la vitesse du fluide, on prend quoi? Alors on avait dit qu'on prenait la vitesse débitante et que c'était défini comme le débit volumique sur la
surface, donc sur la section, ici, pi grand R carré, un disque de rayon grand R, et on obtient donc l'expression de la vitesse débitante pour une canalisation cylindrique, hein. Ce ne sera pas la même expression pour une canalisation à section rectangulaire, ce qu'on appelle une buse d'écoulement. Et on remarque que c'est Vmax sur 2. Alors ça ne se réinvente pas, hein, donc la moitié de la vitesse maximale. Ça, c'est la vitesse débitante, c'est une vitesse caractéristique pour un écoulement qui n'est pas uniforme, donc avec une vitesse qui n'a pas la même valeur sur la section de la canalisation, c'est le cas ici. En revenant au nombre de Reynolds, donc on avait vu que c'était mu, la masse volumique sur état, le coefficient de viscosité, la vitesse débitante fois le diamètre, nombre de Reynolds pour un écoulement interne dans une canalisation cylindrique, ben on peut aussi l'exprimer avec Vmax fois R, donc le rayon, mais à ce moment-là on prend la vitesse maximale. Cette expression, là aussi, attention, elle est valable uniquement pour une canalisation cylindrique. Voilà, donc on a pas mal d'informations. Alors pour finir l'étude de cette situation de l'écoulement laminaire interne dans une canalisation cylindrique, il nous reste à aborder l'analyse énergétique. Donc j'ai redessiné la canalisation avec P1 à l'entrée sur la surface S1, P2 à la sortie sur la surface S2, l'axe des X, le débit volumique hein, qui circule, les vecteurs surface, donc ds1 et ds2 orientés dans le sens de déplacement du fluide. Je me place dans un référentiel galiléen et je veux faire une analyse énergétique. Je vais prendre comme système tout le fluide, uniquement le fluide, mais tout le fluide dans cette canalisation. Mon but, c'est de lui appliquer le théorème de l'énergie mécanique. Et puisqu'on néglige le poids, les seules forces qui vont effectivement avoir une puissance en watts, ça va être les forces de pression alors à l'entrée et à la sortie. Les forces exercées par la canalisation fixe sur le fluide ne sont pas nulles, mais n'ont pas de puissance, puisque la canalisation, elle est fixe, et le fluide au contact de la canalisation, il est fixe. Donc, la force exercée par la canalisation sur le fluide, au niveau de la surface latérale, n'a pas de puissance. Je n'ai pas dit que cette force était nulle, mais en tout cas, cette force n'a pas de puissance, puisqu'il n'y a pas de vitesse. Donc, les forces de pression, et ensuite, attention, quand on applique le théorème de l'énergie mécanique, il faut prendre aussi les forces intérieures. Et là, entre les gouttes, entre toutes les petites gouttes partout, ça frotte si vous voulez, hein, ça se frictionne, il y a de la viscosité, forcément. Donc il va y avoir des forces internes de viscosité, et donc une puissance exercée par les forces de viscosité entre les gouttes. Et cette puissance, justement, c'est ça qui nous intéresse, c'est de l'exprimer et de montrer qu'elle n'est pas nulle et qu'elle est strictement négative, que c'est bien dissipatif. Alors pour la puissance des forces de pression, par contre, ça c'est pas très compliqué, puisque une force de pression, c'est la pression fois la surface. Donc sur un petit élément de surface ds1, ce serait P1 fois ds1. Et pour avoir la puissance, c'est scalaire la vitesse. Donc on aurait l'intégrale double sur la surface S1 de P1 ds1 scalaire V, ou P1 V scalaire ds1 si vous voulez. Alors c'est la même pression partout sur la surface, par contre c'est pas la même vitesse, et par contre c'est le même vecteur ds1. Donc voilà pourquoi je suis obligé quand même de laisser cette intégrale. Donc je répète, la puissance des forces de pression sur la surface d'entrée, c'est la force de pression scalaire la vitesse, mais puisque la vitesse n'est pas uniforme, je suis obligé effectivement donc de décomposer en intégrale double. Mais vous allez voir, ça va se simplifier énormément. Même chose à la sortie, sauf qu'à la sortie, attention, la force de pression, elle est opposée à la vitesse. Donc là, il y a un signe moins, puisque la force de pression, elle est selon moins ux. Donc c'est moins P2 ds2, scalaire la vitesse. La vitesse qui, elle, est bien selon x. Je peux sortir le P1 de l'intégrale, le P2 de l'intégrale, puisque les pressions sont uniformes sur la surface, et l'intégrale de V scalaire ds sur une surface, c'est le débit volumique. Et le débit volumique, il se conserve, c'est le même partout, puisque le fluide est incompressible. Donc la puissance des forces de pression, ça revient à P1 moins P2 fois dV. Donc différence de pression à l'entrée et à la sortie, fois le débit volumique, qui est le même partout. Alors parfois, le débit volumique, on écrit que c'est la vitesse débitante fois la surface de la section de la canalisation, c'est exactement pareil. P1 est plus grand que P2, c'est positif, c'est bien une puissance qui est motrice, c'est bien grâce à ces forces de pression qu'on va entraîner, qu'on va pouvoir déplacer le fluide visqueux dans la canalisation. Et cette puissance, c'est bien des watts. Donc, quand vous aurez besoin d'évaluer, d'exprimer la puissance des forces de pression sur un fluide en écoulement dans une canalisation, sauf précision de l'énoncé, vous n'êtes pas obligé de tout redémontrer, vous pouvez directement écrire que c'est P1 moins P2 dV, ça a été démontré dans le cours. Alors ceux qui sont un petit peu sceptiques, vous pouvez, oui j'avais fait un petit dessin, pour ds1 vous pouvez prendre la petite couronne cylindrique de rayon petit r d'épaisseur dr, donc 2 pi r dr, pour le champ des vitesses v2 rux, et vous allez vous retrouver avec, en sortant P1 de l'intégrale double de V2R de pi R dr. Exactement la même intégrale que tout à l'heure, vous trouvez bien le débit volumique, et c'est la même chose ici. Donc c'est pas la peine de perdre trop de temps sur le développement, ici on a bien P1 moins P2 fois le débit volumique.
Il nous reste à appliquer le théorème de l'énergie mécanique, donc au système, donc le fluide dans la canalisation, dans un référentiel galiléen lié à la Terre. On est en régime stationnaire, donc l'énergie mécanique, énergie cinétique et énergie potentielle de ce système ne peut pas varier. Si vous voulez, au cours du temps, j'ai toujours la même énergie mécanique pour ce fluide. C'est égal à la puissance de toutes les forces extérieures, intérieures, non conservatives, mais de toute façon ici le poids était négligé. Et on a vu que ça se résumait à la puissance des forces de pression à l'entrée et à la sortie de la canalisation, et à la puissance interne des forces de viscosité, la puissance des actions intérieures de viscosité entre les gouttes. La puissance de la canalisation sur le fluide égale 0, je l'avais déjà expliqué, hein, canalisation fixe, fluide fixe. Donc la puissance des forces de viscosité dans ce système, donc dans cet écoulement, c'est donc moins la puissance des forces de pression. Donc moins P1 moins P2 dV. Et en remplaçant dV par la loi d'Ohm hydraulique, la loi de Hagen-Poiseuil, j'ai moins R hydro dV carré. Et c'est évidemment strictement négatif, c'est bien dissipatif. Donc ça veut dire que les forces de viscosité, elles vont effectivement dissiper de l'énergie mécanique et la transformer en chaleur. Et c'est pour ça que la pression diminue. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'exercer une pression plus forte à l'entrée qu'à la sortie pour pouvoir pousser le fluide visqueux dans la canalisation et le déplacer en régime stationnaire avec un certain débit volumique. Alors bien sûr, on ne va pas oublier de faire l'analogie avec l'électricité. Vous avez tous reconnu une expression très très analogue à la puissance dissipée par effet Joule. Donc en effet, la puissance dissipée par effet Joule, donc il y a bien de l'énergie électrique qui est transformée en chaleur, donc qui est perdue. Donc la puissance dissipée par effet Joule, c'est bien un terme de perte négatif. Donc moins R élect, résistance électrique, fois grand I carré, grand I l'intensité. Moins RI carré, moins R hydro dV carré. Voilà, c'est très très analogue, évidemment. On peut donc se permettre de terminer donc ce cours, puisqu'on se retrouve avec 4 lois d'Ohm. La loi d'Ohm de l'électricité, la loi d'Ohm thermique, la loi d'Ohm pour la diffusion, bon, qui n'est pas strictement à votre programme, mais qu'on a vu en TD, et la loi d'Ohm hydraulique qui est à votre programme, qu'on vient de voir ici pour les écoulements de fluide. Alors bien sûr, ces 4 lois d'Ohm, elles sont valables uniquement si on est en stationnaire ou quasi-stationnaire, et quand il n'y a pas de terme source. Alors notamment dans le cas thermique et dans le cas des particules, hein, parce qu'il n'y a jamais de terme source en mécanique des fluides. Que dire de plus? L'intensité, donc le flux de charge électrique, est analogue au flux thermique, le flux d'énergie, analogue au flux de particules, et analogue donc au flux de volume, le débit volumique. Là, on caractérise un déplacement de charge électrique, là un déplacement d'énergie, là un déplacement de particules, microscopiques, hein, et là un déplacement de volume de fluide, un écoulement. La loi d'Ohm historique de l'électricité, V1-V2 égale R lec I, T1-T2 égale RTH phi TH avec la résistance thermique, N1-N2 égale R diff phi P avec petit n la densité particulière, la résistance à la diffusion, et P1-P2 égale R hydro dV, dB le débit volumique, la résistance hydraulique. Alors, méfiez-vous quand même, parce que notamment en mécanique des fluides, cette expression, elle va pas être générale, hein. C'est-à-dire que cette loi d'Ohm hydraulique, elle va pas être valable dans toutes les situations, pour tous les écoulements. C'est valable uniquement pour un écoulement laminaire, stationnaire, dans une canalisation cylindrique, en tout cas. Bon, ce serait valable pour une canalisation qui serait pas cylindrique, mais en tout cas, écoulement laminaire stationnaire. Dès que l'écoulement n'est pas stationnaire, évidemment, mais dès que l'écoulement n'est plus laminaire, notamment turbulent, la loi d'Ohm hydraulique disparaît et n'est plus du tout utilisable. Attention, c'est ce qu'on va voir dans le cours de mercredi, puisqu'on va étudier la situation d'un écoulement interne dans une canalisation cylindrique fixe, stationnaire, mais turbulent. Voilà ce qui vous attend pour le cours de mercredi. Et le cours de mercredi, on pourra bien sûr démarrer aussi la dernière partie de ce chapitre grand 1 sur les écoulements externes autour des obstacles. Et il y a deux situations, donc l'obstacle ça peut être une sphère et une aile d'avion. Donc voilà pour le cours de mercredi. Et mercredi après-midi, donc le TD de statique des fluides. Et si tout va bien, vendredi, on se retrouve en présentiel pour la suite du cours de mécanique des fluides. N'oubliez pas l'école de mardi après-midi, normalement vous êtes tous prévenus, donc en Zoom. Et l'école de mercredi soir, pareil, vous êtes tous prévenus normalement en Zoom. L'école de jeudi après-midi, sauf problème de dernière minute, sont en présentiel, donc sont maintenus en présentiel, avec le planning d'école que j'ai distribué, enfin que j'ai mis sur Pronote, mais sinon envoyez-moi un mail si vous avez un doute, avec le programme de colle de la semaine, donc tous les phénomènes de transport, transfert thermique et transport de particules. Voilà, c'est uniquement pour l'école de cette semaine.